Je m'appelle Sullivan. J'ai 46 ans, je suis père célibataire et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été le fils invisible de ma famille. Je suis le gars qui porte des bottes de sécurité, des jeans délavés couverts de poussière de plaques de plâtre, et qui conduit un camion de chantier robuste dont le pare-brise est fissuré et qui a connu des jours bien meilleurs. Pour mes parents, Harrison et Pénélope, et surtout pour mon jeune frère, Julian, je ne suis rien de plus que le travailleur manuel qui répare leurs éviers qui fuient, fait leur vidange et reste à l'écart quand les personnes importantes discutent. Julian, en revanche, est le fils chéri. C'est un directeur commercial de niveau intermédiaire qui se promène en agissant comme s'il était le PDG d'une entreprise du Fortune 500. Il porte des costumes sur mesure qui coûtent plus cher que ma première voiture, loue des véhicules de luxe dont il peut à peine payer les mensualités et parle constamment à voix haute de son portefeuille d'actions. Mais je sais que son train de vie est principalement financé par des cartes de crédit au plafond, des prêts personnels et des renflouements financiers secrets de nos parents. Ensuite, il y a Stella, ex-fiancée. Stella vient d'un milieu de classe moyenne tout à fait ordinaire, mais elle s'efforce incroyablement de projeter l'image d'une fortune héritée de génération en génération. C'est le genre de femme qui se plaindra bruyamment du millésime d'un vin lors d'un simple barbecue familial dans le jardin, juste pour s'assurer que tout le monde dans un rayon de 15 mètres sache qu'elle a des goûts raffinés et coûteux. Pendant des années, mon fils Jasper a idolâtré Julian. Jasper a 14 ans aujourd'hui, c'est un garçon calme, doux et observateur qui cherche toujours le bon côté chez les gens, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Quand Jasper était plus jeune, Julian jouait le rôle de l'oncle cool et amusant. Il passait chez nous, lançait un ballon de football américain avec Jasper dans le jardin pendant exactement 10 minutes, prenait quelques photos soigneusement mises en scène pour ses profils de réseaux sociaux afin de passer pour un homme de famille dévoué, puis disparaissait pendant des mois. Mais pour Jasper, ces 10 minutes représentaient le monde entier. J'ai élevé Jasper complètement seul depuis qu'il était bébé. Et j'ai travaillé sans relâche, me brisant le dos jour après jour pour lui offrir une vie stable et de qualité. J'ai lancé ma propre entreprise locale de construction à partir de zéro quand j'avais seulement 22 ans. Ce que ma famille ne sait pas, ce que personne dans ma vie personnelle ne sait, c'est que ma petite entreprise de construction n'était qu'un tremplin. Au cours des 15 dernières années, j'ai construit discrètement et agressivement un fonds d'investissement immobilier commercial massif. Je possède actuellement une valeur nette d'environ 12,5 millions de dollars. Je préfère simplement vivre simplement. Je n'ai pas besoin de voitures de sport voyantes ou de vêtements de marque avec de grands logos pour connaître ma valeur en tant qu'homme. J'ai gardé ma fortune entièrement cachée de ma famille parce que je savais exactement ce qu'ils feraient s'ils découvraient que j'avais de l'argent. Ils me videraient jusqu'au dernier centime. Ils exigeraient des prêts massifs qu'ils n'auraient jamais l'intention de rembourser, s'attendraient à ce que je finance leur train de vie somptueux et irresponsable, et feraient une crise en me traitant d'égoïste si jamais j'osais leur dire non. Alors, je me suis tu. Je les ai laissés me traiter comme le parent pauvre et analphabète qui devrait être infiniment reconnaissant d'être invité au repas de Thanksgiving. J'ai laissé Stella faire des commentaires narquois, passifs-agressifs sur la rouille de mon camion. J'ai laissé Julian me donner des conseils financiers non sollicités et condescendants sur la gestion d'un budget. J'ai ravalé ma fierté à chaque fois parce que je voulais que Jasper ait une relation avec ses grands-parents et son oncle. Je voulais que mon fils ait une famille. Mais regarder Stella hurler sur mon garçon, voir la dévastation totale et la trahison dans les yeux de Jasper tandis que Julian détournait le regard comme un lâche. Quelque chose au plus profond de moi s'est brisé. Le père calme, patient et indulgent est mort sous ce plafond de salon de luxe. Ils pensaient détenir tout le pouvoir parce qu'ils avaient les vêtements élégants et le lieu de mariage coûteux réservé. Mais ils n'ont absolument aucune idée de qui ils viennent de provoquer. Ils pensent que je ne suis rien, un raté sur lequel ils peuvent marcher. Ils ne savent pas que je possède le sol sur lequel ils marchent. Que se passe-t-il lorsque l'homme invisible décide d'arrêter de se cacher dans l'ombre et riposte enfin? Pour vraiment comprendre pourquoi cette trahison au mariage a blessé si profondément, il faut comprendre le musée de douleur que ma famille a construit au fil des ans. Ce drame du mariage n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était le grand final d'une vie de manque de respect, de favoritisme et d'abandon émotionnel. Revenons à l'époque où j'avais 18 ans. Je cumulais 3 emplois pénibles au salaire minimum, retournant des burgers, balayant des chantiers de construction et rangeant des rayons d'épicerie à minuit juste pour économiser pour l'université. J'ai gardé tout cet argent durement gagné sur un compte d'épargne joint que ma mère avait ouvert pour moi quand j'étais enfant. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. Un jour,
je suis entré fièrement dans la banque pour obtenir un chèque de banque afin de payer les frais de scolarité de mon premier semestre, et le guichetier m'a regardé avec pitié, l'argent avait disparu, jusqu'au dernier centime. Quand je suis rentré précipitamment pour affronter ma mère, Pénélope, elle n'a même pas eu l'air désolée. Elle a bu tranquillement son café et a mentionné que Julien avait plus besoin de cet argent. Julien, qui avait 16 ans à l'époque, voulait participer à un camp de leadership d'été prestigieux et avait besoin d'une garde-robe complète pour s'intégrer au bon groupe de jeunes riches. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais doué de mes mains et que je pourrais toujours trouver du travail manuel, mais que Julien était destiné à de grandes choses et avait besoin de ce coup de pouce. J'ai dû abandonner l'université communautaire et commencer à travailler à plein temps pour monter des charpentes de maison. Je n'ai plus jamais revu un centime de cet argent et je n'ai jamais reçu d'excuses. Puis il y avait Harrison, mon père. Parlons du 10e anniversaire de Jasper. C'était une étape importante, Jasper en parlait depuis 6 mois. Il voulait juste que son grand-père vienne pour une petite fête dans le jardin, mange un morceau de gâteau ordinaire et le regarde ouvrir quelques cadeaux. Harrison a juré qu'il serait là. Le jour est venu et Jasper est resté assis sur le porche avec son chapeau de fête pendant 3 heures. Harrison ne s'est jamais présenté. Et n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de carte. Il n'a même pas envoyé de SMS. Plus tard dans la soirée, je me suis connecté aux réseaux sociaux et j'ai vu les photos. Harrison avait passé la journée entière chez un concessionnaire de voitures de luxe en ville à acheter à Julien une voiture de sport rouge vif flambant neuve pour le féliciter d'avoir conclu une vente mineure et insignifiante à son travail débutant. Quand j'ai confronté mon père le lendemain, il a poussé un grand soupir, m'a dit que j'étais trop sensible et que Jasper aurait beaucoup d'autres anniversaires, mais que Julien avait besoin d'un moyen de transport fiable pour son image professionnelle. Mais le souvenir qui me hante le plus, celui qui me tord l'estomac et me fait serrer les poings encore aujourd'hui, implique Julien et le baseball. Jasper avait 8 ans. Julien avait promis, jurant sur la tombe de notre grand-mère, qu'il emmènerait Jasper au cage de frappe un samedi après-midi. Jasper a enfilé son petit uniforme de baseball dès 8 heures du matin. Il a attendu sur le porche avec son gant. Il a attendu pendant 4 heures. Le ciel est devenu gris et il s'est mis à pleuvoir à verse. J'ai essayé de le faire entrer, lui proposant de jouer aux jeux vidéo, mais il insistait sur le fait que l'oncle Julien allait arriver, qu'il était juste coincé dans les embouteillages. Julien n'est jamais venu. J'ai fini par l'avoir au téléphone à 21 heures ce soir-là. Il a répondu en riant avec une musique de club forte en arrière-plan. Il a dit qu'il s'était laissé entraîner à boire un verre avec Stella et qu'il avait complètement oublié le gamin. Il m'a dit d'acheter simplement une glace au petit et de passer à autre chose, affirmant que de toute façon, les enfants de 8 ans n'ont pas de vrais souvenirs. J'ai dû bercer mon fils qui pleurait toutes les larmes de son corps cette nuit-là, en essayant de lui expliquer pourquoi son héros n'était pas venu. Malgré tout cela, malgré les déceptions constantes, Jasper essayait toujours tellement. À chaque dîner de famille, mon fils était celui qui débarrassait les assiettes, lavait la vaisselle et s'efforçait de se rendre utile, espérant désespérément récolter ne serait-ce qu'une miette d'affection de ses grands-parents ou de son oncle. Pendant ce temps, Julien et Stella s'asseyaient paresseusement sur le canapé, buvant le vin cher de mes parents, riant fort et lançant des piques subtiles et méchantes à nos dépens. Stella a un jour regardé les baskets de Jasper parfaitement propres et soignées, mais sans marque et a soupiré de manière théâtrale. Elle a dit que c'était dommage que certains enfants ne puissent pas goûter aux bonnes choses de la vie et qu'il devait être difficile de grandir sans de vrai goût. Elle l'a dit assez fort pour que Jasper l'entende depuis la cuisine. J'ai vu ses petites épaules s'affaisser et il est retourné silencieusement frotter les casseroles lourdes. J'aurais dû couper les ponts avec eux il y a des années, je le sais maintenant. N'importe quel thérapeute me dirait que je cautionnais leur comportement toxique. Mais quand on a été élevé dans l'idée que la famille est tout, qu'il faut maintenir la paix quoi qu'il en coûte, il est extrêmement difficile de briser le cercle. On espère qu'ils changeront. On espère que peut-être, si l'on est assez bon, assez discret, assez accommodant, ils finiront par vous regarder et vous aimer en retour. Mais ils ne le font pas. Ils voient simplement votre patience comme une faiblesse à exploiter. Et à présent, ils avaient franchi l'ultime limite. Ils avaient cessé de me cibler pour diriger leur cruauté directement sur mon fils innocent. Réaliseront-ils un jour que le garçon qu'ils ont rejeté était le seul qui les aimait vraiment pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils possédaient? Le chaos a véritablement commencé lorsque les invitations de mariage sont arrivées dans la boîte aux lettres. Ce ne serait pas un mariage ordinaire et modeste.
Julian et Stella prévoyaient un événement massif et démesuré destiné à ressembler à un couronnement royal. Ils avaient réservé un week-end complet dans un complexe privé ultra luxueux appelé l'Obsidian. Rien qu'en voyant les dorures en relief sur les invitations, j'ai su que le coût estimé de tout ce cirque tournait facilement autour de 150 000 $. J'ai reçu une invitation adressée à Jasper et moi. J'étais honnêtement surpris que nous soyons seulement invités, supposant que Stella nous reléguerait sur la liste d'attente, mais Jasper était absolument ravi. Il a immédiatement commencé à parler du costume qu'il devrait porter, me demandant s'il devait prendre un nœud papillon ou une cravate ordinaire, et expliquant qu'il voulait faire des corvées supplémentaires pour acheter à l'oncle Julian un cadeau gravé très spécial. Le voir si sincèrement excité m'a poussé à ravaler mon ressentiment. S'il était heureux, j'enfilerais un costume inconfortable, je me présenterais, je me tairais et je jouerais mon rôle de grand frère solidaire. Mais la paix dans ma famille a une durée de conservation d'environ 48 heures. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Pénélope. Elle n'a même pas pris la peine de me dire bonjour ou de me demander comment j'allais avant de lancer ses exigences. Sullivan, dit-elle, la voix dégoulinante de cette arrogance familière et écœurante. Stella a décidé qu'elle avait besoin d'un orchestre symphonique complet pour la réception, pas seulement d'un quatuor à cordes standard. Nous sommes un peu courts sur le budget ce mois-ci. J'ai besoin que tu transfères 15 000 $ sur le compte de Julian d'ici vendredi. Considère cela comme ton cadeau de mariage. J'ai ri à voix haute. Je me tenais dans ma cuisine en bottes de chantier sale, et j'ai juste ri. 15 000 $, demandai-je, pour m'assurer d'avoir bien entendu. Maman, je suis un père célibataire qui gère une petite entreprise de bâtiment. Je n'ai pas 15 briques qui dorment sur un compte pour payer des violons pour que Stella se sente comme une princesse. Son ton est devenu glacial instantanément. Franchement, Sullivan, tu es toujours aussi égoïste. Ton frère se marie une seule fois. C'est son jour spécial. Tu as toujours été incroyablement jaloux de lui et de sa réussite, mais je pensais que tu pourrais au moins faire semblant d'être un frère solidaire pour un week-end. Si tu tiens à cette famille, tu trouveras l'argent. Fais un prêt commercial s'il le faut. Julian mérite le meilleur. Je lui ai dit non. Un non ferme, dur et sans excuse. En quelques heures, mon téléphone a commencé à exploser. Les intermédiaires avaient été déployés. Des tantes, des oncles et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 6 mois m'ont soudainement envoyé des messages, me traitant de radin, de mauvais frère et de honte pour la famille. Ils m'ont dit que j'essayais délibérément de gâcher le mariage de rêve de Julian à cause de ma jalousie mesquine et pathétique. Je les ai tous ignorés. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je n'allais pas m'endetter pour financer le projet de vanité de Stella. Mais l'ironie, c'est que l'univers a une façon amusante de régler les choses au moment où l'on s'y attend le moins. Après avoir raccroché avec ma mère, je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon portail d'investissement hautement sécurisé. Je voulais vérifier les récentes acquisitions que mon gestionnaire de patrimoine, Declan, avait finalisées plus tôt dans le trimestre. 2 mois auparavant, notre fonds avait racheté agressivement un groupe hôtelier en difficulté et mal géré. Nous avions acquis 60% de propriété de plusieurs établissements de luxe le long de la côte. J'ai fait défiler la liste de ces nouveaux actifs. En caractères gras, noir sur blanc, figurait le nom du joyau de notre nouveau portefeuille, l'Obsidian. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. J'ai frotté mes yeux, pensant que j'hallucinais. Mais il était là. Mon frère et sa fiancée snob dépensaient une fortune absolue pour organiser le mariage de leur rêve dans un complexe de luxe qui m'appartenait et que je contrôlais en grande partie. Ils me traitaient comme un déchet, exigeant que je contracte des emprunts bancaires pour financer leur fête, envoyant des proches pour me harceler, tout cela alors qu'ils s'apprêtaient à faire la fête sur ma propriété. J'aurais pu dire quelque chose sur le champ. J'aurais pu prendre une capture d'écran, la jeter dans le groupe de discussion de la famille et les regarder s'excuser et faire marche arrière, mais j'ai d'ailleurs décidé d'attendre. Je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à pousser le bouchon. Je voulais voir exactement qui ils étaient lorsqu'ils pensaient avoir toutes les cartes en main et que je n'étais que de la poussière sous leurs chaussures. À quel point leur vrai visage allait-il s'assombrir avant que la lumière ne les expose enfin au monde? 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel de Julian. Sa voix semblait tendue, un peu plus aiguë que d'habitude, et terriblement fausse. « Salut, vieux », a-t-il dit en étirant ses mots comme un adolescent essayant de mentir à ses parents. « Écoute, nous avons un petit problème de taille avec le lieu de la fête.
Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau, posant mes bottes sur la table. Ah bon, demandai-je calmement. Quel genre de problème? La direction du complexe vient de mettre à jour ses politiques internes, a-t-il menti avec fluidité, sans hésiter. C'est désormais un établissement réservé strictement aux personnes de plus de 18 ans. Aucun enfant n'est admis sur les lieux. Des raisons d'assurance ou une histoire de responsabilité avec les piscines. C'est totalement indépendant de ma volonté, mon frère. Du coup, Jasper ne peut pas venir. Enfin, toi tu peux toujours venir évidemment, mais tu devras trouver une babysitter pour lui pour le week-end. J'ai su immédiatement que c'était un mensonge. Cet endroit m'appartenait. Nous nous targuions d'être une destination de luxe familial haut de gamme. Il n'y avait absolument aucune règle de ce genre dans les statuts de l'entreprise, mais j'ai joué le jeu en gardant un ton neutre. Julian, Jasper attend cela depuis 6 mois. Il a déjà acheté son costume. Il fait des tâches ménagères supplémentaires pour t'acheter un cadeau. Tu ne peux pas parler au directeur? Demander une exception pour ton propre neveu? Désolé, mon frère, a dit Julian, sans avoir l'air désolé le moins du monde. Leurs mains sont complètement liées. Le directeur a été super strict à ce sujet. C'est chiant, mais c'est comme ça. Bon, je dois filer. Stella stresse pour les compositions florales et le traiteur. On se voit au mariage. Il a raccroché. Je suis resté assis dans le silence de mon bureau, bouillant de rage. Je devais descendre et annoncer la nouvelle à Jasper. Mon fils a essayé d'être courageux. Il a hoché la tête lentement, mais j'ai vu sa lèvre inférieure trembler avant qu'il ne se retourne rapidement pour courir dans sa chambre. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à travers la porte fermée. Mon cœur s'est brisé. L'affreuse et indéniable vérité a éclaté 2 jours plus tard lors d'un barbecue familial le dimanche chez mes parents. La cousine de Stella, Daphné, était présente. Daphné est bruyante, connue pour n'avoir aucun filtre, et avait consommé beaucoup trop de margarita avant même que les hamburgers ne soient cuits. Jasper et moi étions assis tranquillement dans un coin à manger lorsque Daphné a titubé vers notre table de pique-nique, tenant son smartphone allumé. C'est vraiment trop bête que Jasper ne puisse pas venir, a-t-elle bafouillé bruyamment, attirant l'attention de la moitié du jardin. Mais honnêtement, Sullivan, entre toi et moi, Stella fait sa crise de mariée en ce moment. J'ai froncé les sourcils en posant ma fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire, Daphné? Elle a gloussé bruyamment et a tapoté l'écran de son téléphone. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle a appuyé sur lecture. Le volume était au maximum. Sur l'écran, Stella portait une écharpe blanche, tenait un grand cocktail rose et était entourée de ses demoiselles d'honneur en liesse. Elle riait méchamment, le regard froid. Il n'est pas question que je laisse le gamin de Sullivan gâcher l'esthétique de mon mariage, disait Stella sur la vidéo, sa voix criarde perçant le silence soudain du jardin. C'est un événement VIP exclusif et haut de gamme. Je ne veux pas d'un gamin de prolo maladroit à l'arrière-plan de mes photos dignes d'un magazine, comme s'il sortait d'une friperie bon marché. Julien ne voulait pas gérer son frère fauché et géniard, alors je lui ai juste dit de mentir et de dire que le complexe interdisait les enfants. Problème résolu. À notre mariage parfait. La vidéo s'est terminée. Le jardin est resté silencieux. On aurait pu entendre un clou tomber. J'ai doucement tourné la tête et j'ai vu Jasper debout juste derrière ma chaise, tenant son assiette à moitié vide. Il avait entendu chaque mot cruel. Il avait vu la vidéo. Son visage n'exprimait plus seulement de la tristesse, mais une dévastation totale et absolue. L'oncle qu'il aimait et vénérait n'avait pas seulement choisi de l'exclure, il avait activement laissé sa future femme traiter Jasper comme un déchet, comme une tache dégoûtante sur leur vie parfaite en carton. Pénélope s'est précipitée, le visage pâle, essayant d'arracher le téléphone des mains de Daphné. Oh, elle était juste saoule. Elle ne le pensait pas, a balbutié ma maman, me regardant avec des yeux écarquillés par la panique. Sullivan, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Tu sais comment sont les filles aux enterrements de vie de jeunes filles. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule tremblante de Jasper et je l'ai doucement guidé hors du jardin. Nous n'avons pas dit un seul mot à mes parents ni à mon frère. Le trajet de retour a été le plus long et le plus silencieux de ma vie. Jasper fixait simplement la vitre passager, des larmes roulant en silence sur ses joues, ses petites mains serrant ses genoux. Papa, a chuchoté Jasper finalement,
la voix brisée par une douleur qu'aucun enfant ne devrait ressentir. Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez bien pour eux? Cette question m'a brisé. Elle m'a complètement détruit. J'ai garé le camion sur le côté de la route, j'ai coupé le contact, détaché ma ceinture et j'ai serré mon fils dans mes bras aussi fort que j'ai pu. Tu es bien plus qu'assez bien, Jasper, lui ai-je dit avec force, ma propre voix étranglée par l'émotion. Tu es ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est eux qui sont brisés. C'est eux qui sont vides à l'intérieur. J'ai fait une promesse silencieuse et inébranlable à ce moment-là. Ils voulaient un mariage de luxe sans nous? Très bien. Mais ils allaient apprendre une leçon difficile et catastrophique sur qui détenait réellement le pouvoir dans cette famille. Comment punit-on des gens qui n'accordent de valeur qu'à l'argent et au statut social? On leur retire absolument tout. Mais qu'allait-il se passer quand Jasper déciderait de les affronter lui-même? Le lendemain soir, après une longue journée de silence, Jasper est descendu. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, mais il avait un regard étrangement déterminé. Dans ses petites mains, il tenait le grand bocal en verre lourd où il gardait toutes ses économies. Chaque dollar reçu pour ses anniversaires, chaque argent de poche hebdomadaire, chaque centime gagné en tondant des pelouses et en déneigeant dans notre quartier, 2450 $ en billets froissés et en pièces roulées. « Papa, dit-il doucement, regardant ses chaussures avant de croiser mon regard. Je veux aller chez l'oncle Julien tout de suite. S'ils ont besoin d'argent pour l'orchestre symphonique ou pour payer les frais du complexe, je peux leur donner ça. Peut-être que si je paie ma propre assiette de nourriture coûteuse, Stella me laissera venir. Je veux juste le voir se marier. Je promets que je resterai au fond. » Cela m'a fait physiquement mal de l'entendre dire ça. Mon estomac s'est noué de nausées. Il essayait d'acheter l'amour et l'acceptation de gens qui étaient entièrement dépourvus d'âme humaine. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû le protéger d'eux. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'il avait besoin de le faire. Il avait besoin de voir leur vrai visage hideux une dernière fois, sans aucun filtre, sans les excuses de mes parents. Il avait besoin de clore ce chapitre, même si cela devait être la leçon la plus douloureuse de sa jeune vie. Je l'ai conduit à l'autre bout de la ville, devant l'immense maison louée de Julien dans les banlieues huppées. Lorsque Julien a ouvert la grande porte d'entrée en chêne, il a eu l'air immédiatement agacé et paniqué de nous voir là. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-il marmonné, se tenant sur le pas de la porte pour nous bloquer la vue sur l'intérieur. Jasper s'est avancé courageusement, ses petits bras luttant légèrement sous le poids du lourd bocal de verre. « Oncle Julien » a-t-il commencé, la voix tremblante mais ferme. « Je sais. Stella a dit que je gâcherais l'esthétique des photos. Je promets que je resterai tout au fond dans un coin tout le temps. Je ne gênerai pas le photographe. J'ai apporté toutes mes économies. C'est 2450 $. S'il te plaît, est-ce que je peux juste venir à la cérémonie? » Julien a fixé le bocal, la bouche bée. Il m'a regardé, une panique pure brillant dans ses yeux. Il ne savait pas quoi faire, pris au piège par la pure innocence d'un enfant. Mais avant que Julien ne puisse formuler un autre mensonge lâche, Stella est entrée dans le grand hall. Elle portait un peignoir de soie de créateur, ses cheveux étaient parfaitement coiffés et elle tenait une coupe de champagne de marque. Elle a regardé Jasper, puis le bocal de pièces sales, et son visage parfaitement maquillé s'est déformé en un masque de mépris pur et simple. « Non mais vous plaisantez là » a hurlé Stella, sa voix résonnant durement contre les hauts plafonds de l'entrée. « Tu amènes ton gamin ici chez moi pour nous faire culpabiliser avec un bocal de ferraille sale ?» Stella, a marmonné faiblement Julien, regardant désespérément le parquet. « Peut-être qu'on devrait juste. »« Tais-toi, Julien » a-t-elle tranché net, lui coupant la parole instantanément. Elle s'est approchée de Jasper, le dominant de son regard menaçant. « Laisse-moi t'expliquer clairement, petit braillard. Je ne veux pas de toi là-bas. Tu ne t'intègres pas avec mes amis. Ton père est un raté fauché qui n'a même pas voulu aider à payer l'orchestre. Et il est hors de question que je laisse sa vie misérable et pathétique gâcher mon mariage parfait. Enlève ton visage fauché et en larmes de ma vue. C'est mon jour spécial. » Jasper a reculé d'un coup, comme s'il avait été physiquement frappé au visage. Il a baissé la tête, serrant le lourd bocal contre sa poitrine si fort que ses articulations sont devenues d'un blanc éclatant. Soudain, ma mère Pénélope a émergé de la cuisine tenant une pile de serviettes de luxe. Elle était là pour aider Stella à assembler des cadeaux d'invités hors de prix. Au lieu de réprimander Stella pour avoir agressé verbalement un adolescent de 14 ans chez elle,
Pénélope a tourné sa colère directement contre moi. Sullivan, comment peux-tu être aussi cruel, a sifflé Pénélope, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. L'amener ici pour provoquer des drames inutiles. Ce n'est qu'un enfant, Sullivan. Dis-lui de grandir et de passer à autre chose. Arrête d'essayer de gâcher le bonheur de ton frère parce que tu n'as rien dans ta propre vie. Ravale ton orgueil têtu, prends ton gamin et pars. Ne gâche pas ça pour nous. Je suis resté immobile. J'ai regardé ma mère, qui choisissait une future belle-fille snob plutôt que son propre petit-fils. J'ai regardé mon frère, qui fixait toujours ses chaussures en cuir italien coûteuses, trop lâche pour défendre le neveu qu'il adhérait. Et puis j'ai regardé Stella, qui souriait en buvant lentement une goulée de son champagne, se sentant pleinement victorieuse. J'ai ressenti une sensation glaciale très étrange m'envahir le corps. La colère brûlante, la blessure profonde, les 15 ans de ressentiment accumulés, tout s'est soudainement évaporé, remplacé par un calme glacé, terrifiant et calculateur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas insulté. Je n'ai pas donné de coups de poing ni rien cassé. J'ai simplement tendu la main, posé ma main rugueuse sur le dos de Jasper et je l'ai lentement tourné vers la porte. « Garde ton argent, Jasper », dis-je d'une voix dangereusement basse, tranchant la tension dans la pièce comme une lame de rasoir. Ils ne peuvent pas se le payer. Je ne me suis pas retourné. Nous avons descendu l'allée soignée jusqu'à mon vieux camion dans un silence complet. C'était le silence lourd et étouffant de ma décision finale. Ces gens n'étaient plus ma famille. Ce n'étaient que des parasites, et il était enfin temps de s'en débarrasser. Quand Jasper s'est endormi en sécurité dans son lit plus tard cette nuit-là, je suis allé dans mon bureau et j'ai verrouillé la porte. J'ai versé une tasse de café noir, je me suis assis à mon bureau et j'ai pris mon téléphone portable. J'ai composé un numéro sécurisé de confiance que j'utilisais rarement en dehors des heures de bureau strict. Rosalind a répondu à la deuxième sonnerie. C'était la directrice opérationnelle de l'Obsidian, une femme vive, brillante et terre à accent grave terre qui savait exactement comment gérer les situations de haute pression. « Monsieur Sullivan », dit-elle d'un ton surpris mais professionnel. « Il est très tard. Y a-t-il un problème avec le portefeuille ?»« Rosalind », dis-je d'une voix ferme et froide. « J'ai besoin que vous vous connectiez au système et que vous sortiez le dossier d'un mariage réservé dans exactement 3 semaines. Le nom du marié est Julien. La mariée s'appelle Stella. » J'entendis le tapotement rapide d'un clavier à travers le haut-parleur. « Oui, monsieur. J'ai le dossier sous les yeux. C'est un très grand événement. Ils ont opté pour la formule platine VIP englobant la grande salle de bal et 20 suites d'invités. »« Très bien, » répondis-je en fixant le mur. « Écoutez-moi très attentivement. Je veux que vous geliez immédiatement toutes les remises d'entreprise, les faveurs familiales ou les surclassements offerts appliqués à leur compte. Ramenez chaque article, chaque plat de nourriture, chaque bouteille de vin à son tarif premium absolu. Je veux que chaque frais de retard, chaque taxe et chaque pénalité soient appliqués à la lettre du contrat. » « Et Rosalind ?»« Oui, monsieur, » demanda-t-elle, sentant la gravité de mon ton. « Lorsqu'ils arriveront pour l'enregistrement, je veux que vous vous assuriez personnellement qu'ils comprennent exactement à qui appartient le sol sur lequel ils se tiennent. Mais ne leur dites pas un mot avant le moment exact où ils essaieront de présenter leur carte de crédit. C'est comme si c'était fait, monsieur Sullivan. Passez une bonne nuit. » Je raccrochai. Puis, sans hésiter, j'appelai Declan, mon gestionnaire de fortune. « Declan, j'ai besoin que tu fasses une analyse approfondie et agressive des finances personnelles de Julien. Sors tous les registres publics. Vérifie le titre de propriété de ses voitures de location, de sa maison, son taux d'utilisation du crédit, tout. Je veux savoir exactement sous quel montant de dette il se noie. Et vérifie aussi les comptes de mes parents. Quelque chose me dit qu'ils financent secrètement tout ce cirque, et je veux savoir exactement d'où vient l'argent. » Je me rassis dans mon fauteuil en cuir, regardant par la fenêtre dans la nuit noire. Ils voulaient un mariage mémorable et haut de gamme pour frimer devant leurs faux amis? J'allais leur offrir un mariage inoubliable. Avez-vous déjà coupé les ponts avec des membres toxiques de votre famille qui sont allés trop loin? Pensez-vous que j'aurais dû laisser couler pour préserver la paix, ou est-ce qu'ils méritaient complètement ce qui allait leur arriver? Dites-le moi dans les commentaires. Mais avant de porter votre jugement final, vous devez voir ce que Declan a trouvé dans ses comptes bancaires cachés, et ce qui s'est passé quand Stella a essayé de franchir les portes de mon complexe de luxe dans sa robe de créateur, s'attendant à un traitement royal.
croyez-moi, le vrai spectacle ne fait que commencer. Le matin du départ pour le mariage est enfin arrivé, mais Jasper et moi n'étions pas en train d'emballer nos valises pour un week-end d'humiliation à rester dans l'ombre dans un complexe qui ne voulait pas de nous. Au lieu de cela, j'ai réveillé mon fils à 4 heures du matin. Il s'est frotté les yeux, l'air confus, alors que je lui tendais un manteau d'hiver neuf et chaud et une valise fraîchement préparée. Je lui ai dit que nous partions en voyage, juste tous les deux. Nous avons pris la route de l'aéroport international, évitant complètement les files d'attente de la classe économique pour nous diriger directement vers le salon VIP de la première classe. Jasper n'avait jamais voyagé en première classe. Il n'était même jamais sorti du pays. Lorsqu'il est monté à bord du grand avion et qu'il a découvert sa cabine privée avec son lit inclinable, son grand écran de divertissement et un steward lui offrant des cookies chauds aux pépites de chocolat avant le décollage. La tristesse qui assombrissait ses yeux depuis des semaines a enfin commencé à s'estomper. Nous volions vers Genève, en Suisse, pour assister à une exposition privée et sur invitation de supercars de collection. Je savais qu'il adorait les voitures, et je voulais lui montrer un monde bien plus grand et bien meilleur que la bulle étroite et toxique dans laquelle vivait ma famille. Pendant que Jasper était occupé à regarder des films et à manger des repas de gourmet à 10 000 mètres d'altitude, j'ai payé la connexion Wi-Fi à bord et j'ai connecté mon ordinateur portable. J'avais un appel vidéo de prévu avec Declan, mon gestionnaire de fortune, qui fouillait les comptes financiers de mon frère et de mes parents depuis 48 heures. Lorsque le visage de Declan est apparu sur mon écran, il n'avait pas l'air joyeux. Il semblait profondément troublé. « Sullivan », dit Declan en ajustant ses lunettes et en regardant une pile épaisse de documents imprimés sur son bureau. « J'ai sorti les dossiers que tu m'as demandés. Julian se noie. Il n'est pas seulement fauché, il est radioactif. Il doit environ 80 000 $ de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Ses voitures de luxe sont louées et il a 3 mois de retard sur les paiements, et son loyer est en souffrance. Il n'a aucun actif, rien. » Je hochai la tête lentement, prenant une gorgée du café noir que l'hôtesse de l'air venait de me remettre. Je m'en doutais. Il vit dans le mensonge. Mais comment paie-t-il un mariage qui coûte 150 000 $? L'Obsidian exige un acompte de 50% à la réservation. D'où viennent ces 75 000 $ en liquide? Declan prit une grande inspiration et son expression devint encore plus sombre, c'est la partie qui va te rendre furieux. J'ai aussi examiné les finances de tes parents. Harrison et Pénélope n'ont pas non plus ce genre de liquidité. Mais il y a 2 semaines, ils ont contracté une seconde hypothèque massive sur leur maison familiale. Ils ont retiré 100 000 $ de capital, jouant essentiellement toute leur retraite sur le mariage de Julian. Je secouai la tête, éprouvant un mélange de pitié et de dégoût. Ce sont des imbéciles, dis-je doucement. Ils vont perdre leur maison quand Julian échouera inévitablement à les rembourser. Mais tout de même, une seconde hypothèque ne couvre qu'une partie. D'où vient le reste de l'argent? Ma mère m'a réclamé 15 000 $ et j'ai dit non. Ils ont dû combler le manque d'une manière ou d'une autre. Declan s'est approché de la caméra. Sullivan, te souviens-tu d'une ligne de crédit conjointe que tu as ouverte avec ton père il y a environ 20 ans? À l'époque où tu lançais ton entreprise de bâtiment et que tu avais besoin d'un co-signataire pour louer du matériel. J'ai froncé les sourcils, cherchant dans ma mémoire. Oui, mais je l'ai remboursé en totalité il y a 15 ans. Je croyais que le compte était fermé. Il était dormant, pas fermé, rectifia fermement Declan. Il avait une limite maximale de 50 000 $. Il y a 3 jours, quelqu'un a soumis une demande officielle à la banque pour réactiver cette ligne de crédit et autoriser une avance de fonds massive. La demande exigeait 2 signatures, celle de Harrison et la tienne. Mon sang s'est glacé. Le vrombissement des réacteurs de l'avion a semblé s'estomper. J'ai fixé le visage de Declan à l'écran. Tu es en train de me dire que... Oui, m'interrompit Declan en tenant un document scanné. Ils ont imité ta signature, Sullivan. Tes parents, ou Julian, ou tous ensemble. Ils ont falsifié ta signature sur un document financier contraignant et ont retiré exactement 50 000 $ d'un compte lié directement à ton numéro de sécurité sociale et à ton profil de crédit personnel. Ils t'ont volé pour payer l'orchestre de Stella et son caviar importé. La trahison m'a frappé comme un coup de poing. C'était une chose d'être insultant, d'être dédaigneux, d'exclure mon fils. Mais cela, c'était une fraude fédérale, un vol. Mon propre sang avait délibérément commis un délit financier grave,
mettant en péril mon activité et ma réputation juste pour maintenir une illusion pathétique de richesse pendant un week-end. Il croyait vraiment que j'étais si stupide, si déconnecté que je ne remarquerais jamais 50 000 $ associés à mon nom. Un silence sombre s'est installé en moi. J'ai regardé Jasper, qui riait devant un dessin animé sur son écran, ignorant tout de la méchanceté des gens qu'il appelait sa famille. Declan, dis-je d'une voix descendue à un murmure dangereux. Je veux que tu contactes notre équipe juridique immédiatement. Prépare une plainte officielle pour usurpation d'identité et fraude électronique. Ne la dépose pas encore, mais tiens-la prête à être soumise sur mon ordre. Ensuite, je veux que tu signales ce virement de 50 000 $ comme frauduleux auprès de l'établissement bancaire. Gèle les fonds. C'est comme si c'était fait, Sullivan, dit Declan en tapant rapidement sur son clavier. Qu'en est-il du complexe hôtelier? Ils doivent s'enregistrer demain après-midi. Je souris, mais sans chaleur. C'était le sourire d'un homme sur le point d'assister à une exécution. Laisse-les s'enregistrer, lui dis-je. Le complexe de l'Obsidian est un chef-d'œuvre d'architecture moderne. Il borde une côte privée préservée, avec des sols en marbre italien importé, des lustres en cristal immense et un personnel formé pour anticiper les besoins des milliardaires, des célébrités et de la royauté. C'est un endroit où les gens ordinaires n'ont tout simplement pas leur place. Et Stella croyait de toute son âme qu'elle était destinée à y régner. J'étais assis sur le balcon privé de notre suite 5 étoiles à Genève, entouré par la vue imprenable sur les sommets enneigés des Alpes suisses. À l'intérieur, Jasper déballait joyeusement ses nouveaux vêtements pour le salon de l'auto. J'avais mon ordinateur portable ouvert sur la petite table de terrasse, une tasse d'expresso de qualité à la main. Sur l'écran se trouvait un flux de sécurité en direct de la réception VIP de l'Obsidian, transmis directement par Rosalind. J'ai regardé une flotte de SUV noirs de luxe sans doute loués avec une carte de crédit sur le point de saturer ou s'arrêter devant l'entrée principale. Le personnel du voiturier s'est empressé d'ouvrir les portières. Julien est sorti vêtu d'un smoking sur mesure, ressemblant à un acteur nerveux jouant un rôle bien trop grand pour lui. Puis vint Stella. Elle portait un tailleur pantalon en soie blanche d'avant-mariage, de grandes lunettes de soleil de marque posées sur la tête, et tenait un minuscule sac à main inutile incrusté de strass. Juste derrière suivait tout le groupe de complices, mes parents, Harrison et Pénélope, l'air suffisant, et la famille élargie de Stella, occupés à prendre des photos du plafond et à essayer d'avoir l'air blasé. Ils se sont avancés vers la réception VIP avec un aplomb d'une arrogance stupéfiante. Stella a posé son sac de créateur sur le comptoir en acajou et a annoncé bruyamment « Nous sommes le groupe de mariage VIP. Stella et Julien, nous avons la formule platine. J'ai besoin des clés de la suite nuptiale immédiatement, et je veux qu'on nous envoie du champagne dans 5 minutes. » Le jeune réceptionniste derrière le comptoir conserva un sourire parfait, ayant été minutieusement briefé par Rosalind. « Bienvenue à l'Obsidian, madame. J'ai juste besoin d'une carte de crédit pour l'enregistrement et les frais accessoires avant de pouvoir vous remettre les clés. » Julien s'est avancé, bombant le torse, et a sorti une carte de crédit en métal de son portefeuille. Il l'a glissée sur le comptoir d'un coup de poignet assuré et arrogant. Le réceptionniste a inséré la carte dans la machine. Quelques secondes ont passé. La machine a émis un signal sonore sec et sans appel. Le réceptionniste a froncé légèrement les sourcils. « Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. » Le visage de Julien a viré à un rouge sombre et vilain. Stella a pivoté la tête pour le foudroyer du regard. « Comment ça, refusé ?» a crié Julien. « Réessayez. La machine est en panne. » Le réceptionniste a réessayé. Autre signal sonore. « Refusé. » Monsieur. Julien a fouillé frénétiquement dans son portefeuille et a sorti une deuxième carte. Même résultat, puis une troisième. Chaque ligne de crédit qu'il possédait était soit au plafond, soit gelée. Les proches debout derrière eux ont commencé à chuchoter. Le père de Stella, un homme qui se flattait de marier sa fille à un homme d'affaires prétendument riche, a croisé les bras et a regardé Julien avec une profonde méfiance. « Pardon » a hurlé Stella en frappant le comptoir de sa main. C'est absolument inacceptable. Nous avons payé un acompte massif. On nous a garanti une réduction d'entreprise de 50% parce que mon futur mari travaille pour une grande entreprise. Appliquez simplement le compte avec la réduction. Vous gâchez mon week-end. À point nommé, une porte latérale s'est ouverte et Rosalind est entrée dans le hall.
Elle était vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, projetant une autorité absolue. Elle s'est placée derrière le comptoir, écartant doucement le réceptionniste, et a fixé son regard froid et inébranlable sur Stella. « Bonjour », a dit Rosalind, la voix douce mais portant le poids d'un juge lisant une sentence. « Je suis Rosalind, la directrice opérationnelle de ce complexe. Il semble y avoir un malentendu important concernant votre compte. » Stella a croisé les bras, tapant du pied avec impatience. « Enfin quelqu'un de compétent. Dites à votre employé de réparer la machine et donnez-moi mes clés. Nous avons la réduction d'entreprise de 50%. » Rosalind n'a pas scié. « Je crains que cette réduction n'ait été définitivement révoquée, » a-t-elle déclaré clairement, veillant à ce que sa voix porte dans tout le hall silencieux pour que chaque parent puisse l'entendre. De plus, notre service comptabilité a été informé par les autorités bancaires que le virement de 50 000 $ utilisé pour payer une partie de votre acompte a été signalé pour fraude grave et usurpation d'identité. Les fonds ont été gelés et annulés. Harrison et Pénélope ont sursauté, le visage vidé de toute couleur. Pénélope a agrippé le bras de Harrison pour se stabiliser. Il savait exactement ce que cela signifiait. Par conséquent, a poursuivi Rosalind de manière implacable, le solde restant pour ce week-end n'est plus de 75 000 $. Avec le retrait des réductions non approuvées, l'annulation des fonds frauduleux et l'application des pénalités de retard standard prévues dans votre contrat, votre solde débiteur actuel est de 300 000 $, payable immédiatement en totalité par chèque certifié. Sous peine de ne pas être autorisé à dépasser ce hall d'entrée. Le chiffre est tombé dans l'air comme une grenade. 300 000 $. La bouche de Stella s'est ouverte si grand que j'ai cru que sa mâchoire allait se décrocher. 300 000 $, a-t-elle hurlé, sa voix montant dans les aigus. C'est impossible. Nous sommes des VIP. J'exige de parler au propriétaire de ce complexe tout de suite. Faites descendre le président à l'instant. Je vais vous faire licencier. Je vais faire fermer cet endroit. Rosalind offrit un infime sourire terrifiant. Le propriétaire est parfaitement au courant de votre situation, madame. En réalité, il anticipait votre arrivée. Il vous attend actuellement pour une réunion virtuelle dans notre salle de conférence exécutive. Si vous et votre famille proche voulez bien me suivre. Stella a ricané, se retournant pour regarder ses proches qui commençaient à jaser. Vous voyez, a-t-elle annoncé fièrement, essayant de sauver sa dignité bafouée. Je vais parler au propriétaire. Il va licencier cette femme impolie, nous offrir les chambres et surclasser tout notre groupe. Attendez ici. Julian, en revanche, semblait marcher vers l'échafaud. Il transpirait abondamment, desserrant sa cravate de soie coûteuse. Harrison et Pénélope ont suivi derrière eux, le pas lourd et terrifié. On les a conduits dans une immense salle de conseil insonorisée, dominée par un grand écran numérique. Rosalind leur a demandé de s'asseoir autour de la longue table, puis a pris une télécommande et a allumé l'écran. Depuis mon ordinateur portable en Suisse, la connexion s'est établie. L'écran de la salle de conseil s'est allumé. Je me suis penché en avant pour que mon visage remplisse l'image. Derrière moi, les sommets enneigés des Alpes suisses brillaient sous le soleil, en contraste complet avec la salle de conseil stérile et tendue dans laquelle ils étaient piégés. La réaction fut instantanée et profondément satisfaisante. Stella a eu un hoquet de surprise, reculant d'un pas et laissant tomber ses lunettes de soleil de marque sur le sol. Elles se sont brisées, mais elle n'a même pas regardé. Julian a laissé échapper un gémissement de détresse pathétique, semblable à un chien qui pleure. Ma mère, Pénélope, a poussé un cri étouffé et s'est effondrée sur l'un des fauteuils en cuir, plaquant ses mains sur sa bouche. Harrison a agrippé le bord de la table d'acajou, les articulations blanches, la bouche bée, sans qu'un seul son ne sorte. « Bonjour la famille », dis-je, ma voix résonnant dans les haut-parleurs de pointe de la salle. J'ai veillé à ce que mon ton soit aimable, conversationnel et totalement dénué de pitié. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a balbutié Stella, pointant un doigt tremblant vers l'écran. « Pourquoi est-il à l'écran ?»« Rosalind, j'ai exigé de voir le propriétaire. » Retirez ce raté du moniteur. Rosalind, debout tranquillement dans un coin de la pièce, n'a pas scié. Madame, dit-elle calmement. Vous regardez l'actionnaire majoritaire et propriétaire du groupe hôtelier Obsidian. Monsieur Sullivan détient 60% de cet établissement et de tous ses actifs affiliés. Le silence qui a suivi était si profond, si lourd, qu'on aurait dit que l'oxygène avait été aspiré de la pièce.
Stella fixait l'écran, les yeux écarquillés, son cerveau échouant totalement à traiter la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Le beau-frère Prolo, sale et pathétique dont elle s'était moquée sans relâche, l'homme dont elle avait banni l'enfant parce qu'il ne cadrait pas avec son esthétique, était l'homme qui possédait le royaume même qu'elle essayait de louer. Julien, dis-je, tournant mon regard directement vers mon frère en sueur. Tu sembles un peu pâle. Tu as du mal à trouver un moyen de régler cette facture de 300 000 $? Julien a dégluti péniblement. Sullivan, frérot, s'il te plaît, a-t-il bafouillé, la voix brisée par une terreur pure. Ça doit être une blague. Dis-moi que c'est un canular. Nous n'avons pas cet argent. Tu sais bien que nous ne l'avons pas, je sais exactement ce que tu n'as pas, Julien, ai-je répliqué sèchement, abandonnant le ton amical. Declan a sorti tes comptes. Je sais que tu te noies sous 80 000 $ de dettes de carte de crédit. Je sais que tu as loué ces voitures dont tu te vantes. Je sais que tu n'es qu'une coquille vide qui joue les hommes importants. J'ai ensuite tourné les yeux vers mes parents qui se recroquevillaient sur leur siège. Et vous aussi, poursuivis-je, ma voix se transformant en glace. Une seconde hypothèque, risquer la maison familiale pour payer un mariage, c'est de la folie, mais c'est votre choix. En revanche, imiter ma signature sur une ligne de crédit dormante pour voler 50 000 $, c'est un délit fédéral. Pénélope a éclaté en sanglots hystériques. Sullivan, s'il te plaît, a-t-elle gémi, tendant ses mains vers l'écran comme si elle pouvait m'attraper. Nous étions désespérés. Julien avait besoin d'argent et tu te montrais si têtu. Nous allions te rembourser, je le jure sur ma vie. Ne nous fais pas ça. C'est le jour de ton frère. Je me suis approché de la caméra. Son jour spécial, demandai-je doucement. Tu veux dire le jour où vous avez tous décidé que mon fils de 14 ans n'était pas assez bien pour se tenir dans la même pièce que vous? Le jour où vous avez laissé cette harpie, désigné-je Stella, hurler au visage de mon fils alors qu'il tenait un bocal de pièces de monnaie qu'il avait économisé juste pour acheter votre affection? Stella finit par retrouver sa voix. Elle était désespérée, criarde et tremblante. Sullivan, on peut arranger ça. Je suis désolé pour Jasper. D'accord, j'étais stressé. Les mariés stressent. C'était une erreur. Annulez simplement les frais. Dites à la réception de nous laisser entrer. Toute ma famille attend dehors. Tu ne peux pas m'humilier devant ma famille. Je laissai échapper un rire lent et sombre. Oh, Stella, ce n'est pas moi qui t'humilie. Tu t'es fait ça toute seule. Tu voulais un événement VIP haut de gamme exclusif. Tu as dit explicitement que tu ne voulais pas que des gens fauchés ou maladroits gâchent ton esthétique. Je fis une pause, laissant le silence s'étirer, laissant la terreur les envahir. Eh bien, Stella, tu es fauchée. Tu dois 300 000 $ que tu ne peux pas payer. Tu es une imposture, ton fiancé est un imposteur et tu ne remplis pas les conditions financières ou morales pour poser le pied dans ma propriété. Je regardai Rosalyn à travers la caméra. Rosalyn, en tant que propriétaire de cet établissement, je refuse de servir ce groupe. Ils ont exactement 10 minutes pour évacuer le hall et les lieux. S'ils ne partent pas ou s'ils provoquent un désordre, appelez la police locale et faites-les arrêter pour violation de propriété. Très bien, monsieur Sullivan, dit Rosalyn en faisant un pas en avant. Julien tomba à genoux. Il s'est effondré sur la moquette de la salle de conseil, pleurant à chaudes larmes, me suppliant de le sauver. Pénélope hyperventilait, et Harrison semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque. J'ai approché mon doigt du bouton de déconnexion de mon ordinateur. Bon mariage, Julien, dis-je froidement. J'ai coupé l'appel. L'écran de la salle de conseil est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite dans le hall m'a été rapporté en détail par les rapports de sécurité de Rosalyn, mais l'image mentale était profondément satisfaisante. Lorsque Julien, Stella et mes parents sont sortis de la salle de conseil, ils avaient l'air d'avoir survécu à un naufrage. Ils étaient pâles, tremblants et pleuraient à chaudes larmes. La famille de Stella, ses parents superficiels et cupides qui s'étaient occupés à prendre des selfies près de la fontaine de marbre, s'est précipité vers eux, exigeant de savoir pourquoi c'était si long et où étaient les clés des chambres. Lorsque le père de Stella, un homme bourru qui ne respectait que la richesse, a exigé une explication, la vérité a fini par éclater. Ce ne fut pas une confession privée, mais une crise de nerfs hystérique au milieu d'un hall d'hôtel de luxe. Stella a hurlé sur Julien, frappant sa poitrine de ses petits poings,
lui reprochant de lui avoir menti sur ses finances. Elle a crié qu'il était un raté fauché et pathétique qui avait ruiné sa vie. L'ironie était un chef-d'œuvre de justice poétique. Jasper avait été jugé indigne du mariage, à présent, le mariage était annulé parce que le marié lui-même n'était pas assez riche pour payer ses factures de base. La famille de Stella n'a pas proposé d'aider. Ils ne se sont pas rassemblés autour du jeune couple. À la place, ils se sont retournés contre Julian comme une meute de loups affamés. Le père de Stella a hurlé que Julian était un escroc qui avait piégé sa fille pour la marier à la pauvreté. Les demoiselles d'honneur, qui quelques jours plus tôt avaient ri de Jasper sur cette vidéo, ont saisi leurs bagages et ont appelé des Uber pour se rendre à l'aéroport, abandonnant Stella dans le hall. Lorsque Julian a essayé de conseiller le réceptionniste de leur laisser une seule chambre pour la nuit, Rosalind est intervenue et leur a rappelé fermement l'avertissement d'expulsion sous 10 minutes. La menace d'une intervention policière a été le dernier clou dans le cercueil. Le glorieux groupe de mariage a traîné ses propres valises vers la sortie, restant sur le trottoir brûlant à attendre des taxis ordinaires parce que leur SUV de luxe de location avait déjà été récupéré par l'agence en raison des cartes de crédit refusées. Pendant qu'ils étaient jetés à la rue, j'ai passé un autre appel. J'ai appelé mon équipe juridique aux États-Unis. Je les ai autorisés à déposer officiellement la plainte concernant la signature falsifiée et les $50 000 volés. Je me moquais que ce soit mes parents. Je me moquais des prétendus liens familiaux. Lorsque des gens choisissent de vous voler et de maltraiter votre enfant, ils perdent le droit de vous appeler leur famille. Ils deviennent des criminels et doivent être traités comme tels. J'ai passé le reste de la semaine en Suisse avec Jasper. Nous sommes allés à l'exposition de voitures de collection où Jasper a pu s'asseoir au volant d'une Ferrari classique de 1960. Nous avons mangé des plats incroyables, randonné dans les montagnes et nous avons parlé. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai tout raconté sur le fond, le complexe hôtelier et ce qui s'était passé dans cette salle de conseil. Je ne lui ai pas caché la triste vérité. Jasper est resté silencieux un long moment. Puis il m'a regardé, les yeux plus clairs et brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Tu m'as défendu, papa » a-t-il dit, la voix pleine d'admiration. « Je te défendrai toujours, Jasper » lui ai-je promis. « Personne n'a le droit de te traiter comme si tu étais inférieur. Personne. » Lorsque nous sommes rentrés aux États-Unis, le royaume imaginaire que Julian et Stella avaient bâti était déjà réduit en cendres et en regrets amers. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'histoire, je tiens à vous remercier. Faire face à une famille toxique est extrêmement isolant, et lire des histoires de personnes qui comprennent m'a énormément aidé. S'il vous plaît, laissez un W dans les commentaires ci-dessous. Cela signifie victoire, car couper les ponts avec des personnes toxiques est la plus grande victoire que l'on puisse remporter dans la vie. Je lirai chaque commentaire, je les aimerai et je répondrai à tous ceux qui laisseront un W. À présent, laissez-moi vous raconter la confrontation pathétique finale qui s'est produite à notre retour à la maison, 2 jours après que Jasper et moi sommes rentrés de notre voyage en Europe. J'étais assis sur mon porche en train de boire une bière et de regarder le coucher du soleil. La paix et le calme étaient magnifiques. Puis une berline cabossée et rouillée est entrée dans mon allée. C'était la vieille voiture d'étudiant de Julian, celle qu'il avait cachée dans un box de stockage parce qu'il avait trop honte de la conduire. Julian est sorti. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule semaine. Il n'était pas rasé, portait un jogging froissé et ses yeux étaient injectés de sang d'avoir pleuré. Du côté passager est sortie Stella. Les vêtements de Marc avaient disparu, le maquillage lourd avait coulé. Elle avait l'air épuisée, brisée et désespérée. Ils ont remonté lentement mon allée, comme des prisonniers marchant vers l'échafaud. Je ne me suis pas levé. J'ai juste pris une gorgée de ma bière et je les ai regardés s'approcher. Sullivan, a bafouillé Julian, s'arrêtant au bas des marches du porche. S'il te plaît, tu dois dire à tes avocats d'arrêter. La police est partie chez maman et papa hier. Ils enquêtent sur la fraude. Maman a peur d'aller en prison. Ils vont perdre la maison au profit de la banque. Je les ai fixés, le regard vide. Ils auraient dû penser aux conséquences juridiques avant de commettre un délit fédéral pour payer une fête, répondis-je calmement. Stella s'est avancée, les larmes coulant sur son visage. Elle s'est effondrée à genoux sur l'allée en béton. Sullivan, je t'en supplie. Ma famille ne veut plus me parler. Le mariage est gâché. Nous n'avons plus d'argent. Le crédit de Julian est détruit et la banque menace de nous poursuivre pour les frais d'annulation.
Nous n'avons plus rien. S'il te plaît, paie la facture du complexe. Tu as des millions de dollars, c'est de l'argent de poche pour toi. Aide-nous, nous sommes de la même famille. C'est alors que la moustiquaire de la porte s'est ouverte et que Jasper est sorti sur le porche. Il portait ses vêtements confortables préférés, l'air détendu et confiant. Il s'est approché et s'est tenu juste à côté de mon fauteuil, regardant son oncle et la femme qui l'avait insulté. Julian a regardé Jasper, le regard suppliant. Jasper, mon grand, dis à ton père de nous aider. Oncle Julian est vraiment désolé. J'étais stressé, nous avons fait une erreur. Jasper a regardé Julian, et il n'y avait plus d'admiration dans ses yeux. Il n'y avait que de la pitié. Stella a tendu les mains vers Jasper. S'il te plaît Jasper, j'ai été si méchante avec toi. Je suis tellement désolé. J'agissais comme une mariée folle. S'il te plaît, demande à ton père de nous pardonner. J'ai posé ma bière sur la table. J'ai regardé Stella, à genoux sur le béton dur, le visage marqué par les larmes et le désespoir, mendiant cet argent qu'elle vénérait tant. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai répété exactement les mots qu'elle avait hurlés à mon fils quelques semaines plus tôt, en imitant parfaitement son ton cruel, « Enlève ton visage fauché et en larmes de ma vue », dis-je, ma voix résonnant dans le quartier tranquille. Stella a eu un hoquet de surprise, cachant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Julian a baissé la tête, réalisant que le pont n'était pas seulement brûlé, il s'était de fait volatiliser. Jasper les a regardés une dernière fois, s'est retourné et est rentré tranquillement dans la maison. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Son silence était le rejet le plus fort et le plus puissant qu'ils auraient pu recevoir. « Sortez de ma propriété », dis-je à Julian d'une voix dure et définitive. Et si toi ou nos parents essayaient à nouveau de me contacter, moi ou mon fils, je m'assurerai que les procureurs réclament la peine de prison maximale pour ce document falsifié. Julian a lentement aidé Stella à se relever. Ils ont titubé vers leur voiture rouillée, sont montés à bord et sont partis dans la lumière déclinante. Je suis resté assis sur le porche, j'ai fini ma bière et je les ai regardés disparaître. Les retombées ont été rapides et impitoyables. Il n'y a pas eu de rédemption grandiose, pas de réunion de famille larmoyante, pas de paix préservée. Il n'y a eu que la dure réalité des conséquences. Le mariage n'a évidemment jamais eu lieu. 2 semaines après la scène désastreuse dans mon allée, Stella a officiellement demandé l'annulation des fiançailles, invoquant des divergences financières irréconciliables. Elle a emballé le peu de sacs de marque qui lui restait et s'est installée dans le sous-sol de ses parents. Julian s'est retrouvé complètement seul, enseveli sous une montagne de dettes insurmontables. Il a dû se déclarer en faillite personnelle et son salaire à son poste de niveau intermédiaire a été lourdement saisi par plusieurs créanciers. Quant à mes parents, Harrison et Pénélope, ils ont fait face à toute la rigueur du système judiciaire. La banque qui détenait les 50 000 $ volés ne se souciait pas des excuses familiales. Face à des accusations criminelles graves pour fraude électronique et falsification de documents, ils ont été contraints de conclure un accord de plaider coupable dévastateur. Ils ont évité la prison ferme en raison de leur âge et de l'absence d'antécédents judiciaires, mais ils ont été condamnés à des amendes massives et à des réparations obligatoires. La seconde hypothèque qu'ils avaient contractée pour financer le mariage a détruit leur stabilité financière. 3 mois plus tard, leur grande maison de banlieue, celle dans laquelle nous avions grandi, a été saisie par la banque. Ils ont dû déménager dans un petit appartement exigu dans un quartier difficile de la ville, dépendant entièrement de leur maigre pension de retraite pour survivre. Certains des complices, ces parents éloignés qui m'avaient envoyé des messages pour me traiter d'égoïste, ont essayé de me recontacter après avoir appris que j'étais multimillionnaire. Soudain, ils voulaient m'inviter à dîner, renouer le contact. J'ai changé de numéro de téléphone et j'ai bloqué chacun d'eux sur toutes les plateformes. Le sang ne fait pas la famille. Des gènes partagés ne donnent pas un laissez-passer gratuit pour vous maltraiter, vous voler ou humilier vos enfants. Le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel sont ce qui construit une famille. Je l'ai appris à la dure, mais je suis reconnaissant de l'avoir appris à temps pour protéger Jasper. Aujourd'hui, Jasper et moi allons incroyablement bien. Il réussit très bien au lycée, et nous passons nos week-ends à restaurer une voiture de collection ensemble dans le garage. Il est confiant, heureux et entouré uniquement de personnes qui l'estiment vraiment. Je ne ressens pas une once de culpabilité pour ce que j'ai fait à Julian, à Stella ou à mes parents. Je ne les ai pas détruits,
je leur ai simplement tendu la pelle et je les ai laissés creuser leur propre tombe.